Oui, Bonjour, Madame Guillemot. bonjour Madame Marceau. Je suis ravie de vous revoir virtuellement. Oui, Ça fait des années que nous nous sommes vus. La première et la dernière fois, en fait, c'était en 2012 quand on a fait un documentaire ensemble sur l'aliénation parentale. Avant de parler d'aliénation parentale et du sujet pour lequel je veux vous parler spécifiquement, ben, je vous présente. Hein. Vous êtes travailleuse sociale. Vous faites de la médiation aussi dans le cadre de séparations très difficiles. Vous donnez aussi, vous faites du coaching coparental. Vous avez travaillé longtemps dans les centres jeunesse, c'est pourquoi les séparations difficiles, là, c'est vraiment votre domaine d'expertise. mhm, tout à fait, oui. Alors, l'aliénation parentale, on va en glisser juste un petit mot très, très vite parce que j'ai beaucoup de parents qui m'écrivent et me disent je suis victime d'aliénation parentale, je ne sais pas quoi faire, aidez-moi. Et alors que ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, ce qui m'amène à vous reparler aujourd'hui ce matin. Mais donc, l'aliénation parentale, si vous pouviez nous le décrire en quelques mots, comment vous définirez, comment le définir en fait? Ben, en fait, Madame Marceau, moi, j'aime mieux parler du mot que vous avez inventé, dictature affective, ou un parent rejeté ou un parent rejetant, et on finit des fois par un enfant rejetant, parce que le mot aliénation, moi, ce que je trouve, c'est que des fois, c'est un fourre-tout. Des fois, on mélange le dénigrement qu'on peut avoir. Des fois, les enfants disent ma mère a dit des mauvais mots de mon père ou l'inverse. C'est pas de l'aliénation parentale. Je pense qu'on devrait garder cette expression-là lorsque on est en bout de course et que l'enfant ne veut plus voir son parent, n'a plus aucun souvenir. C'est très difficile, évidemment, de revenir en arrière quand même des interventions qu'on peut faire. Mais ce que moi je rencontre, c'est des parents blessés, des parents déçus, de leur relation conjugale ou de la relation parentale. Ils auraient souhaité que l'autre soit différent avec l'enfant, meilleur, évidemment. Et il y a aussi vraiment toute la blessure conjugale, c'est-à-dire que l'autre m'a abandonné ou l'autre m'a demandé de partir ou j'ai dû mettre fin. Et ça peut durer 1 an ou 2 ans. On sait que c'est ce que les recherches nous disent. Donc, la première année est très difficile. Mais habituellement, et ce qui peut amener dans cette année-là un parent à dire, comme disent les enfants, des mauvais mots de l'autre parent. Bon. Mais l'idée, c'est que ça ne va pas amener à l'aliénation parentale sévère où un enfant va rejeter complètement un parent. On n'en est pas là. Et c'est pour ça que si on intervient en amont, le plus tôt possible pour aider les parents disons, pardonner, parce que des fois, il faut peut-être pardonner ou réparer, accepter l'autre peut-être dans ses différences, ben on n'arrivera pas à une coupure de lien parent-enfant. Alors ça, c'est vraiment, moi, c'est ce qui m'encourage à continuer de travailler dans ce domaine-là. Donc, l'aliénation parentale, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec l'expression qu'une autre intervenante disait dans le documentaire, c'est quand un enfant divorce d'un de ses parents, ne veut plus le voir, il est la méchanceté incarnée, et l'autre Oui, parent avec qui il garde le lien, c'est le parent extraordinaire. Donc, il y a vraiment une tout à polarisation, fait. un parent qui a tout bon Tout à fait. et un parent qui a tout mauvais. C'est bien ça? Tout à fait. Et l'enfant n'exprime aucune ambivalence et va tenter de nous convaincre que c'est sa décision et non pas celle du parent avec qui il réside, que c'est devenu sa décision. Mais oui, tout à fait. C'est exactement ça. Mm. Les cas d'aliénation parentale ou de dictature affective avérée sont, selon ce que dit la littérature, assez rares. Mais avant d'arriver là, il y a toute une gradation. Et c'est là Oui, aussi pourquoi je voulais vous parler ce matin, parce que donc plein de parents m'écrivent en désespoir, mon enfant ne veut plus me voir, l'autre parent, le papa ou la maman, n'encourage pas le fait qu'il vienne me voir. Alors, ça fait des mois que j'ai pas vu mon enfant ou mes enfants. Moi, je voudrais qu'on parle ce matin de l'impact chez les enfants ou l'enfant qui se retrouve autour de cette querelle-là parentale. Parce qu'au final, c'est eux les plus importants, en fait, dans l'histoire. En fait, c'est certainement eux les plus fragiles. Et j'aimerais qu'on fasse œuvre utile et en sensibilisant les parents qui sont en colère, dans certains cas de façon très légitime, mais aussi de les sensibiliser à l'impact que ça peut faire chez l'enfant de ne pas encourager le lien avec l'autre parent. en fait, c'est pire que c'est dévastateur. C'est sûr que c'est dévastateur parce que l'enfant a besoin de ses deux parents pour se développer. Puis ça ne veut pas dire être en garde partagée, mais il faut que les parents aussi comprennent que lorsque l'enfant change de maison, hein, selon son âge,
les enfants vont réagir souvent avec... des fois, les enfants ne manifestent pas le goût de changer de maison. Et ça, des fois, comme on dit, ce n'est pas en lien avec l'autre parent, c'est simplement la transition qui est difficile. On est quelque part, on est dans ses petites habitudes, puis là, il faut faire ses valises, on change de maison, et peut-être dans d'autres maisons, il y a des choses aussi différentes qu'on aime moins. Et des fois, l'enfant va manifester l'expression suivante en disant « j'ai pas envie d'aller chez papa » ou « j'ai pas envie d'aller chez maman ». La pire réponse, Madame Marceau, d'un parent, c'est quand on donne le choix à l'enfant. C'est qu'on dit, puis l'enfant pleure. Mais oui, mais l'enfant peut pleurer pour pas aller à l'école, chez le dentiste, ou faire ses devoirs, ou prendre sa douche. Qu'est-ce qu'on fait avec ça en bon parent? C'est qu'on dit, je regrette, mais il faut prendre ta douche. Il faut faire tes devoirs. Ben, je regrette, mais je comprends que, mais il faut que tu ailles chez ton papa. C'est important. Tu fais ton bagage, on le prépare à l'arrivée de l'autre parent et d'aucune façon, il faut lui donner le choix. Et ce qu'on se rend compte quand on évalue et on analyse des situations d'aliénation parentale sévère, si on revient en arrière dans ce processus-là, il y a un jour un parent qui a donné le choix. Et c'est un choix qui est beaucoup trop lourd sur les épaules de l'enfant. Et l'enfant se dit, ben, si j'ai le choix, c'est que c'est peut-être pas si important que ça. Et c'est devient confus pour l'enfant de dire, ben si j'ai le choix, ben j'y vais pas. Et l'enfant y va pas. Et on commence dans un cycle infernal qui va amener un enfant à ne plus du tout vouloir y aller. Alors, c'est vraiment très important. Donc, encourager le contact avec l'autre, ça veut dire, oui, obliger l'enfant à y aller. Et là, Madame Marceau, on exclut tous les cas, malheureusement, ça arrive, où il y a eu des abus sexuels. On les oublie là. Oui, mais la manifestation par l'enfant du fait qu'il n'a pas envie d'y aller, ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais. Et il faut s'affirmer comme parent parce que ce qui est dévastateur, c'est que c'est beaucoup trop lourd, comme je vous dis, pour l'enfant comme décision à porter. Et on va finalement éliminer un autre parent de la vie de l'enfant. Et l'enfant en a besoin. On sait que chaque parent a des compétences qui sont complémentaires. Les chercheurs l'ont démontré. Les femmes ont des compétences spécifiques, puis les hommes en ont. Alors, si l'enfant est privé de ça, ben, je veux dire, c'est sûr que c'est sa personnalité, son futur qui va être handicapé. Tout à fait. Un parent qui est profondément en colère pour toutes sortes de raisons, certaines légitimes, peut-être d'autres pas. Comment fait-il pour envoyer le message de ben, va chez ton papa ou va chez ta maman, c'est important, il t'aime, elle t'aime, mais à l'intérieur d'elle ou de lui, c'est le volcan qui gronde et dans le fond, il a juste envie de dire vas-y pas parce qu'il considère ou elle considère que c'est un parent incompétent parce que ça arrive souvent dans les cas où il n'y a pas encouragement du lien, qu'il y a des parents qui trouvent l'autre complètement incompétent, voire néfaste pour le développement de l'enfant. Donc, évidemment, il faut que le parent puisse bien distinguer sa colère à lui ou à elle, qui vient de la relation conjugale, ou ça se peut que ce parent-là trouve que l'autre parent ne fait pas tout à fait bien certaines tâches parentales, etc. Mais c'est pas parce que c'est différent que c'est mauvais. Alors, si ce parent-là a trop de colère et que cette colère-là va l'amener à dire du négatif de l'autre ou à ne pas favoriser le lien, c'est un signe qu'il faut aller chercher de l'aide personnelle. Et ici au Québec, Mme Marceau, j'envoie pas les gens nécessairement en psychothérapie ou en psychanalyse, là, mais il y a des groupes dans les associations, des groupes communautaires qui ont des ateliers pour les parents, qui ont du soutien parental. Donc, c'est là où il faut aller déverser peut-être son négatif, là, mais pas à l'enfant. Et être vraiment capable de dissocier justement ce que l'enfant pourra retirer de ça. Parce que moi, Mme Marceau, des fois, l'enfant me dit, ben, ma mère, elle, je pense que, ou mon père, là, ça n'a pas de sexe, là, mon père ou ma mère, ils pensent que c'est pas si le fun que ça, aller chez l'autre, ou quand mon père fait ça ou ma mère fait ça, j'entends des critiques, mais moi, j'aime ça. T'sais. Mais j'ose pas le dire. Alors là, on arrive avec tout le conflit de loyauté parce que l'enfant est loyal. Donc, il va revenir de visite et il va même changer son discours. Parce qu'il ne veut pas déplaire à l'autre parent. L'autre parent, qu'est-ce qu'il veut entendre? Puis comment ça a été chez ton papa ou ta maman? Oh, c'était plate, c'était ennuyeux. Ça, c'est une douce musique.
à l'oreille du parent qui est très en colère, qui trouve... Mais l'enfant dit, ben, je peux pas dire que c'était cool, c'était super le fun, ou que la blonde ou le chum de ma mère était super cool parce que ça va faire de la peine ou ça va fâcher l'autre parent. Donc, l'enfant en arrive à tenir deux discours différents et c'est intenable pour l'enfant. Il y avait un enfant qui me disait, moi, je suis un agent double. Aïe, aïe, aïe. Donc, un agent double, c'est que je me prépare dans l'auto quand je m'en viens. Qu'est-ce que je vais dire? Alors, l'enfant est en train de perdre son enfance. Parce que vous le savez, un enfant, c'est la spontanéité, c'est la naïveté. Bon, si tu commences à... Nous, on cherche nos paroles pour avoir l'air intelligent, peut dire quelque chose, mais l'enfant, lui, pouf, il sort spontanément, il dit, c'était super cool. Oups, il voit la figure de son parent qui se défait, des larmes ou de la colère, il se dit, oups, c'était pas une bonne réponse. Il faudrait que je dise autre chose la prochaine fois. Et là, ça, vous savez, c'est un processus qui peut nous amener finalement dans le rejet d'un parent. Oui. Donc là, c'est les paroles que l'enfant peut retenir pour ne pas blesser l'autre parent. Mais quel genre de paroles un parent peut dire sans penser que ça blesse l'enfant? Parce que en disant des commentaires qui ne sont pas élogieux à l'égard de l'autre parent, c'est l'enfant qui est blessé aussi en chemin, n'est-ce Mais pas? c'est très subtil, Madame Marceau. Moi, j'ai rencontré des centaines là, d'enfants. C'est très subtil. Les enfants me disent, c'est pas les questions que j'aime pas d'un parent quand je reviens de ma visite chez l'autre, c'est les commentaires. Mm. Quand on demande à un enfant, un parent bienveillant, hein, qui dit à son enfant qui revienne d'une classe neige ou n'importe où, dit comment ça a été, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé. Mais si l'enfant vous dit, c'était super cool, on est allé chez McDo, et là, la face de l'autre parent change, dit, ah bon, encore du fast-food. OK. Ou bien, je sais pas, le parent l'a amené voir un film, tel film, et l'autre dit, ah ouais, ce film-là, il y a pas mal de violence, je pense pas que c'était de ton âge. Voilà. C'est ce genre, et là, l'enfant dit, oups, donc, ce que mon parent, l'autre parent, m'a amené ou m'a donné, c'était mauvais selon l'autre. Donc, c'est ça qui fait en sorte... Parce que vous savez, l'enfant, lui, il y a deux pôles, le maternel et le paternel. Et si un est pourri, comme disait un enfant, si ma mère pense que c'est pourri de l'autre bord, je suis à moitié pourri. Mm. Et c'est ça l'impact absolument négatif sur l'enfant quand un parent dénigre, démolit non seulement l'image de l'autre, mais les actions de l'autre, les paroles de l'autre, constamment, de façon systématique, ben, ça va nous amener au rejet total, absolument. Il y a des parents séparés qui ne sont plus capables de communiquer. J'avais envie de dire en bon québécois de se blairer, là. Oui, Le parent qui effectivement trouve que son enfant, chez sa maman, s'est couché nettement trop tard, puis qu'effectivement, ce type de film-là, à 7-8 ans, c'est pas adéquat. Euh, Qu'est-ce qu'il fait pour passer son message? Parce que là, en plus, la communication est coupée, il y en a un qui ne veut plus parler à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut ben, la faire? dernière personne à qui il faut passer le message, c'est à l'enfant. Hein? Dans la vie commune, c'était pareil. Quand les parents étaient ensemble, est-ce qu'ils le faisaient? Un faisait quelque chose, puis l'autre le dénigrait. Mais si on ne peut pas se parler directement, ben, soit on peut utiliser le texto, le courriel, c'est pas génial. On peut aller voir un médiateur, mais il faut que cette communication-là soit rétablie. Il faut aussi valider. Parce que ce qui arrive, Madame Marceau, que je vois le plus souvent, c'est qu'on prend pour acquis la parole de l'enfant. Vous savez, l'exemple le plus bébête que je pourrais vous donner, c'est cette petite fille qui disait à sa mère que chez son père, elle se couchait à n'importe quelle heure, à minuit, qu'elle mangeait ce qu'elle voulait, qu'elle ne se lavait pas, ben, fait tout. Mm. Si la mère prend pour du content en disant « Ah ah, ça c'est bien ton père » ou bien « c'est bien ta mère irresponsable, il n'est pas capable, etc. » Si la mère dit avoir un petit doute raisonnable, hein, de dire, bon, ça m'étonnerait que ton père ou ta mère te fasse coucher à minuit, tu as 6 ans. Bon, non, je pense pas. Puis si l'enfant insiste, le parent dit, ben, je vais vérifier avec ton père. Vérifier, Madame Marceau, c'est un petit texto, un petit courriel, un petit téléphone, si c'est possible. Mais à partir du moment où l'enfant va savoir que l'autre va vérifier, il est possible que sa version change. Mhm. Et dans le Et cas que que l'enfant vous occupez, dise,
Oui. Oui. Dans le cas qui nous occupe, la petite fille qui disait minuit, en fait, son indicateur, quand vous avez déplié tout ça, Et vous elle êtes a rendu dit compte que c'était que, minuit. j'ai dit comment elle savait qu'il était minuit. Elle m'a dit parce qu'il fait noir. Mm. Il fait noir. Ben là, au mois de janvier, il est 5h15, il fait noir, 5 heures. Mais donc, elle se couche très tôt. Mhm. La même chose quand un enfant dit je mange pas chez mon père ou je mange très mal ou chez ma mère, puis qu'on apprend que chez un parent, les règles sont plus strictes, puis que si on mange pas son plat principal, que moi je sais, on mange pas de dessert. Et dans la vie commune, il y avait peut-être des disputes ou des différends là-dessus, mais d'aller valider avec l'autre, et là, l'enfant va commencer à avoir un discours différent. Et c'est ça qui est vraiment recommandé. Oui. Vous œuvrez dans ce domaine-là depuis des années, mais est-ce que, il n'y a pas de données scientifiques, mais est-ce que vous voyez que ces séparations acrimonieuses tendent à être plus nombreuses qu'auparavant? Peut-être parce que j'ai fait un film là-dessus, puis j'y reçois de nombreux messages, mais ça semble être assez répandu, les relations, les séparations très difficiles où l'enfant se retrouve pris entre ses deux parents. En fait, je n'ai pas de statistiques à vous donner là-dessus, mais ce que moi, évidemment, parce que moi, les gens qui me consultent sont dans des situations très acrimonieuses et très difficiles, je dirais pas qu'elles sont. Moi, j'ai aussi des parents qui viennent me voir, j'en ai vu récemment, qui sont très sensibles à l'enfant, qui viennent consulter en amont, en fait, qui se demandent, ils viennent de se séparer quelques mois, puis ils se demandent qu'est-ce qu'ils devraient faire pour protéger leur enfant là-dedans. J'en reçois aussi des gens comme ça, et c'est encourageant. Puis il y a aussi des gens qui sont dans des situations très litigieuses, dans des relations très acrimonieuses. Quand je vais rencontrer leur enfant, et ça c'est vraiment extraordinaire, et que l'enfant va me livrer son petit paquet de tristesse, de ras-le-bol, de grandes difficultés, et que ça peut amener les parents à se réajuster. Quand un enfant dit à son père ou à sa mère, j'en ai ras-le-bol, je suis tannée, je suis vraiment fatiguée de faire les messages ou de vous entendre parler l'un contre l'autre. Puis que moi, je demande à l'enfant, mais qu'est-ce que ça te fait, toi, Anne-Sophie, par exemple, elle dit, mais ça me fait beaucoup de peine, et que l'enfant commence à pleurer parce que c'est la réalité, et que les parents réalisent qu'est-ce que ça fait. Et la parole directe de l'enfant à ses parents, c'est à peu près ce qui... et ça peut être la parole directe, ça peut être un dessin, ça peut être toutes sortes de façons de communiquer aux parents ce que l'enfant ressent. La plupart des parents vont à changer à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on continue de travailler dans ce domaine-là. Ceux qui ne peuvent pas le faire, bien évidemment, ça va prendre des fois des ordonnances, et heureusement que ça existe. Donc, on va chez le juge pour ordonner à un parent de faire ceci et cela, parce que sans ordonnance, on n'arrivera pas. Mhm. Et bon, dans des situations très, très conflictuelles, c'est absolument nécessaire. Ouais. On sait que la médiation va encadrer beaucoup ce qui est le pratico-pratique, hein? Les jours de garde, les vacances, l'aspect financier, etc. Est-ce qu'il y a des ressources pour s'aider justement pour ce qui est du bien-être de l'enfant, au-delà des considérations pratico-pratiques, on se sépare, il y a énormément de colère, de peine, etc. On a un, deux, trois enfants, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qui peut nous aider pour que notre haine, voire haine réciproque, parce que souvent ça va jusque-là, ne contamine pas nos enfants? Regardez, ce qui est merveilleux, c'est que de plus en plus, dans ce qu'on appelle les CIS, les anciens CLSC, là qu'on appelle les CIS, les Centres intégrés de santé et services sociaux au Québec, on a commencé à mettre en place, il y a quelques années, des groupes d'entraide pour les enfants de parents séparés. Donc, tous les parents peuvent communiquer avec leur CIS de leur région pour demander, j'en connais dans plusieurs régions, mais de dire, est-ce que vous avez ces ressources-là? Donc, les enfants vont aller dans des groupes d'entraide où ils vont faire du théâtre, des jeux, du dessin, où ils vont rencontrer d'autres enfants, ils vont partager leurs problèmes, mais surtout leurs solutions, et ça va vraiment leur être utile. L'autre source qui aussi se développe à travers le Québec, ce sont des ateliers pour les parents qu'on appelle de communication, pour aider les parents à restaurer une communication, on va dire, fonctionnelle. Il ne s'agit pas d'être copain-copain, mais pour éviter que l'enfant soit le médiateur ou le messager des parents, les parents, on va les aider à reprendre une
communication petit à petit, justement pour clarifier des situations puis éviter qu'à un moment donné, un enfant en arrive à rejeter un parent. Évidemment, on peut aussi aller voir un thérapeute, mais dans les ressources qui sont du secteur public, on a de plus en plus de ces ressources-là pour aider les familles séparées. Oui. Et pour les parents, on communique à quel endroit pour avoir ces ateliers-là? Ben, le mieux, c'est de contacter son CIS, le centre intégré ou l'ancien CLSC, et de dire, ben moi, j'aimerais inscrire mon enfant à un groupe d'enfants. Est-ce que vous en avez dans ma région? Comme je vous dis, il y en a vite, vite, vite. Là, il y a au moins 8 ou 10 régions que j'ai en tête du Québec qui en ont. Les ateliers de communication, il y en a aussi dans quelques régions, mais il y a aussi des groupes communautaires, des associations de familles séparées recomposées. Si vous appelez, ils ont des ateliers, des cafés rencontres parents, des groupes de soutien pour parents. Donc, il faut briser l'isolement, il faut vraiment aller s'entraider et se parler pour trouver des solutions. Quel serait votre mot de la fin en terminant à tous les parents qui, là, ont une colère envers l'autre et puis qui ont des enfants, sont séparés? Qu'est-ce que vous Oui. avez envie de dire en terminant? Là? Comme vous aimez votre enfant plus que tout, ça j'en suis convaincue. Donc, il faut vraiment aller chercher de l'aide pour vous-même, un peu comme dans les avions. Hein? On dit de mettre de l'oxygène d'abord à soi et après à l'enfant. Donc ça, quand on a beaucoup de colère, de peine, il faut se soigner, il faut s'aider pour justement, mais il faut absolument favoriser le contact avec l'autre. Alors, il faut dissocier sa peine, sa colère, donc de l'importance de l'autre parent dans la vie de l'enfant. Oui. Et même si, puis là je vous relance, puis c'est ma dernière question, on a vu des cas, et je sais que vous m'en avez déjà parlé, par exemple une maman ou un papa qui doit aller chercher son enfant à 17h30 ou à 18h au service de garde, qui n'y va pas pour mille et une raisons, et puis que là, bon, l'enfant se retrouve tout seul, l'intervenante appelle, etc. Là, le parent qui vient de se séparer est en colère et trouve complètement l'autre inadéquat. Ça, est-ce qu'on faut quand même encourager le lien dans des cas comme ça où on sent que l'autre, le parent, fait plutôt de la peine à notre enfant? Bien, évidemment, si ça arrive à l'occasion, il faut que le parent responsable du retard communique avec le service de garde ou le CPE pour dire je vais être en retard ou trouver une solution pour aller chercher l'enfant. Mais si on oublie son enfant à répétition, on lui fait une peine énorme parce qu'un enfant oublié, pour l'enfant, c'est un enfant rejeté. Donc, si on arrive à m'oublier, c'est qu'on m'aime plus. Et j'en ai entendu comme ça des enfants qui disent, mon parent m'a oublié, il est pas venu, il avait dit qu'il viendrait me voir au soccer, il est pas venu, il est pas venu me chercher au service de garde 2 ou 3 fois. Donc, c'est très, très grave et c'est manquer à son devoir de parent. Puis, on peut comprendre l'autre parent qui dit, mais ça n'a pas de bon sens qu'on oublie. Est-ce qu'il vaut mieux, si on n'est pas capable de gérer ça, est-ce qu'il vaut mieux réduire les contacts puis dire, bon, ben, on va le voir moins souvent, mais je vais le mettre dans mon horaire, puis je vais prendre ma responsabilité, que dire à chaque vendredi, je vais y aller, mais je vais l'oublier. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on travaille en médiation. C'est beau, les droits, parce que souvent, les gens nous disent, j'ai des droits. On dit, oui, oui, mais vous avez des devoirs. Et votre devoir, c'est la ponctualité, respecter un horaire. Les enfants, c'est très important pour eux. Si vous faites des promesses à votre enfant et vous ne les respectez pas, c'est très grave. Vous le décevez, vous lui faites de la peine. Donc ça, c'est sûr qu'il faut le prendre en compte. Madame Filion, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci Un beaucoup. plaisir partagé, Madame Marceau. Merci et bonne journée à Bonne vous. journée. Merci.